Bonjour à tous, cette vidéo va nous permettre de conclure la leçon C7L2 qui porte sur les réactions acido-basiques. Il reste le dernier paragraphe à détailler qui porte sur les titrages acido-basiques. Donc on va commencer par détailler quelques notions générales sur les titrages et voir avec les réactions acido-basiques comment est-ce qu'on peut repérer l'équivalence. Alors un titrage d'abord en chimie c'est une technique qui permet de déterminer pour un analyte, c'est-à-dire une espèce chimique qu'on analyse, une quantité de matière ou une concentration. Pour pouvoir déterminer cette quantité ou cette concentration, on va devoir utiliser une réaction chimique. Cette réaction chimique ne doit pas être choisie n'importe comment, elle doit valider trois critères. Il faut qu'elle soit rapide, on dit parfois quasi instantanée. Il faut qu'elle soit totale ou quasi totale. Et il faut également qu'elle soit unique. S'il y a plusieurs transformations qui ont lieu simultanément, ça donne lieu à des situations plus complexes qu'on ne pourra parfois pas analyser. Donc cette réaction, elle va nous permettre de définir un état particulier du système qui va nous servir à calculer soit une concentration ou une quantité de matière. Cet état particulier, c'est l'équivalence. Et donc la première chose à noter concernant la définition de l'équivalence, c'est qu'il s'agit d'un état du système pour lequel les réactifs ont été introduits dans le bécher en proportion stöchiométrique. Souvenez-vous, l'équivalence, ce n'est pas un instant, ce n'est pas le temps qui est intéressant ici pour un titrage, mais c'est le volume de solution titrante qui va être versé par le chimiste. Donc, à cette définition, donnée avec des mots, on peut aussi associer une relation particulière qu'on va appeler la relation à l'équivalence, et on va la définir ici sur un cas tout à fait général. Si l'équation de bilan de la réaction s'écrit de la façon suivante, donc deux réactifs, AA et BB, avec petit a et petit b qui sont les nombres stöchiométriques associés à ces réactifs, qui donnent des produits. Peu importe le nombre de produits, peu importe leur nature, pour écrire la relation à l'équivalence, on ne se basera que sur les réactifs. Eh bien, le fait d'avoir des proportions stöchiométriques, ça signifie que la quantité de matière du réactif A sur son nombre stöchiométrique doit être égale à la quantité de matière du réactif B sur son nombre stöchiométrique petit b. Donc cette relation très importante ne doit jamais être oubliée. À partir de là, si on veut non pas déterminer une quantité de matière mais une concentration, eh bien on utilisera simplement le fait qu'une quantité de matière c'est égal à une concentration fois un volume. Cette relation, dans le cas des titrages que vous avez pu faire quand vous étiez au lycée, ou même celui qu'on avait réalisé cette année, eh bien, elle se simplifie dans le cas où A et B valent tous les deux 1. Mais faites attention, lorsque A et B ne sont pas égaux à 1, eh bien, on aura des nombres stöchiométriques à prendre en considération, donc soyez toujours vigilants. Moi, ce que je vous conseille, c'est que même lorsque A et B sont égaux à 1, écrivez la petite division, ça permettra de confirmer pour votre correcteur que vous avez la bonne définition pour cette notion d'équivalence. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer de détailler les méthodes expérimentales associées aux transformations acido-basiques qui vont nous permettre de repérer l'équivalence. Alors, parmi ces techniques expérimentales, celle qui est la plus facile à mettre en œuvre, c'est la méthode de colorimétrie. Alors, pour la colorimétrie, on va devoir ajouter à l'intérieur du bécher dans lequel on fait la réaction. Donc, si on fait un rapide schéma du montage, on prend une burette qui contient le réactif titrant. En dessous, on va mettre un bécher avec une agitation qui contient le réactif titré. On peut prendre pour fixer nos idées, comme réactif titrant des ions hydroxyde amenés par une solution aqueuse de soude, et comme réactif titré des ions oxonium
apportée par une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène. Dans ces cas-là, la réaction qui serait support du titrage, eh bien, c'est celle entre les ions oxonium et les ions hydroxyde qui s'écrirait H3O+, plus HO- donne 2H2O. Lorsqu'on fait de la colorimétrie, on va ajouter à l'intérieur du bécher contenant la solution titrée une espèce particulière qui est un indicateur coloré. La plupart du temps, lorsque vous avez fait des TP, vos professeurs vous ont dit, voilà, vous allez mettre tel indicateur coloré, quelques gouttes suffisent, et vous avez simplement agi. On peut se poser la question de savoir comment va-t-on choisir un indicateur coloré, et pour savoir comment on le choisit, il faut savoir quelle est sa nature chimique et comment est-ce qu'il fonctionne. Ces indicateurs, ce sont en réalité, dans le cas des réactions acido-basiques, rien d'autre que des composés qui ont eux-mêmes des propriétés acido-basiques. Pour illustrer l'explication, je vais prendre des notations génériques et on va noter un indicateur coloré sous ces deux formes, une acide et une basique, reliées au sein d'un couple acide-base. Donc on va écrire la forme acide Ind-H et la forme basique Ind-. Ces deux espèces vont devoir être un acide faible et une base faible. Et puisqu'on a un caractère faible, on pourra associer un pKa et une valeur de constante d'acidité pour le couple. À partir de là, on va essayer de savoir comment est-ce qu'on doit sélectionner l'indicateur coloré. Et le critère, vous allez le voir, c'est la valeur du pKa et une zone particulière qu'on appelle zone de virage de l'indicateur coloré. Pour pouvoir comprendre ce que c'est cette zone de virage, je vous propose de retravailler un instant avec un diagramme de prédominance. Donc si on trace un diagramme de prédominance, on se munit d'un axe gradué en pH, et on avait vu que le pH varie entre 0 et 14, qui correspond au pKa associé aux deux couples acido-basiques du solvant H2O, à une valeur qui est la valeur du pKa du couple, on aura une frontière avec la forme acide prédominante en dessous de la valeur de pKa, et on avait même dit que l'acide était majoritaire, c'est-à-dire supérieur à 90%, à une valeur inférieure à pKa-1. Réciproquement, lorsqu'on est à une valeur de pH supérieure à pKa+1, c'est la forme basique qui va être majoritaire, c'est-à-dire présente à plus de 90%. Donc là, j'ai choisi d'utiliser des couleurs et c'est pas anodin, puisque dans la partie qui est la plus à gauche, entre 0 et pKa-1, si la forme acide est majoritaire, eh bien, ça veut dire que la couleur de la solution correspondra à la couleur de la forme acide, Ind-H. Au-dessus de pKa+1, eh bien, ce sera la couleur uniquement de la forme basique, Ind-. Un indicateur coloré va donc obligatoirement avoir des couleurs différentes pour sa forme acide et pour sa forme basique. Ce qui change la plupart du temps entre ces deux formes, c'est la zone de délocalisation électronique. Et on avait vu avec les effets mésomères que lorsque la zone de délocalisation électronique devient plus ou moins étendue, il y avait une variation de la longueur d'onde au maximum d'absorption. C'était les effets qu'on avait appelés effets bathochrome et hypsochrome. Si vous voulez réviser ça, c'est ce qu'on avait détaillé dans la leçon C4L1. Bien, si on finit d'analyser ce diagramme, il y a une zone comprise entre pKa-1 et pKa+1 qui correspond à un mélange des formes acides et basiques. C'est-à-dire que entre ces deux valeurs barrières de pH, eh bien, on aura une couleur qui sera la superposition des couleurs de la forme acide et de la forme basique. Par conséquent, cette zone pendant laquelle eh bien, il y a un changement de couleur, c'est ce qu'on va appeler la zone de virage.
Donc là ici, j'ai choisi de vous mettre comme valeur frontière pKa-1, pKa+1. Si jamais on était plus porté sur l'expérience, eh bien on analyserait par exemple au spectrophotomètre pour savoir si ces valeurs frontières sont bien les bonnes. Là ici c'est une petite approximation, on trouvera parfois des zones de virage qui ne correspondent pas exactement à ces domaines-là. Mais ce sera toujours relativement proche de pKa-1 à pKa+1. Pour la suite, on va utiliser un souvenir qui est celui de la courbe pH métrique lorsqu'on fait le titrage des ions oxonium par les ions hydroxyde. Et on va voir que, suivant la forme de la courbe, eh bien, les indicateurs colorés ne sont pas équivalents. Certains vont permettre de repérer l'équivalence, et d'autres, au contraire, eh bien, vont changer de couleur alors que l'équivalence n'a pas encore été atteinte. Donc lorsqu'on s'intéresse à la courbe pH métrique, on va placer sur l'axe des ordonnées le pH du bécher, enfin de la solution contenue dans le bécher, en fonction du volume de solution titrante qui était dans la burette. Donc le volume de la solution contenant les ions hydroxyde. L'allure, elle est assez classique. On a d'abord un palier de pH avec une augmentation faible, puis un saut assez brutal, et à nouveau un deuxième palier de pH, quasiment horizontal. Dans le cas où l'équation de titrage s'écrit comme dans notre cas H3O+, plus HO- donne H2O, la relation à l'équivalence nous permet de dire que, bien, à l'équivalence, on a consommé tous les ions H3O+, et tous les ions HO-, on n'a donc plus que des molécules d'eau. On se trouve par conséquent dans le cas d'une solution à pH neutre. Donc on sait que lorsque le pH vaut 7, eh bien, on a atteint l'équivalence. Ok, donc ça c'est des considérations sur la courbe pH en fonction du volume de solution titrante. Comment va-t-on faire pour choisir maintenant un indicateur coloré? Eh bien, je vais vous proposer deux situations. Tout d'abord, un premier indicateur que je vais représenter en vert, qui a un pKa relativement faible. Pour ce premier indicateur, je vais appeler son pKa pKa1, et on a vu que la zone de virage, c'était pKa-1, pKa+1. Cette zone de virage, eh bien, on peut la hachurer. C'est la zone pendant laquelle on aura un mélange des deux teintes. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque on suit l'évolution de la courbe pH métrique. Lorsqu'on n'a pas encore versé de solution titrante, on est au niveau de la courbe noire à cet endroit, c'est-à-dire pile dans la zone de virage. Donc on a un mélange des deux couleurs. Lorsqu'on va ensuite verser la solution titrante, le pH va doucement augmenter, on est toujours dans la zone de virage, et vous voyez qu'arrivé à ce point particulier, qu'on va appeler le point A, eh bien, on sort de la zone de virage. C'est-à-dire qu'au niveau du point A, on ne voit apparaître plus que la couleur associée, étant donné qu'on est au-dessus de pKa+1, c'est la couleur associée à la forme basique qu'on voit, mais pourtant, vous voyez qu'on est encore très loin du point équivalent. Donc, on va faire une erreur sur le volume équivalent, une erreur qu'on peut lire ici. Ça veut dire que le premier indicateur associé au pKa1, eh bien, sa zone de virage est trop basse, elle est trop du côté acide, et donc pour avoir un bon indicateur coloré, ce qu'il faut, c'est que sa zone de virage contienne la valeur du pH à l'équivalence. Par conséquent, ici, si on prend par exemple du bleu de bromothymol qui a un pKa proche de 7, là ici je vais garder mes notations générales, je vais prendre un pKa noté pKa2, la zone de virage entre pKa-1 et +1, vous remarquez qu'ici, lorsque l'indicateur change de couleur, c'est au niveau du point B, donc on décrit la courbe noire, on voit que la fin de la zone de virage est ici,
Et cette fois, l'écart sur le volume équivalent, il n'est pas nul, mais il est plus faible. Il est plus faible parce qu'on se trouve dans une zone bien inclinée dans le saut de pH. La conclusion, c'est donc que les indicateurs colorés, ce ne sont pas des espèces chimiques magiques. Lorsqu'on vous a proposé d'utiliser, par exemple, du bleu de bromothymol en TP, ce n'était pas un choix anodin. C'est parce qu'au préalable, on s'est intéressé aux courbes de suivi pH métrique, aux zones de virage, et par analyse, comme on vient de le faire ici, on a choisi un indicateur dont le pKa et la zone de virage collaient bien avec le titrage qui était choisi. Une petite remarque aussi, là pour l'exemple considéré, avec l'équation de titrage entre les ions H3O+, et HO-, le pH à l'équivalence vaut 7. Ce n'est pas toujours le cas, notamment si vous avez un mélange de plusieurs acides ou de plusieurs bases, le pH aux équivalences ne sera pas forcément égal à 7. Méfiez-vous. La deuxième méthode qu'on va développer maintenant pour repérer l'équivalence d'un titrage acido-basique porte sur la technique de la conductimétrie. Donc la conductimétrie, c'est une méthode qui va nous permettre d'analyser la conductivité électrique de la solution. Cette conductivité électrique, on la note sigma, et elle est donnée par une loi particulière, la loi de Kohlrausch. Kohlrausch qui nous dit que la conductivité de la solution est égale à la somme sur tous les ions présents, même les ions spectateurs, de deux termes, lambda I, qui est la conductivité ionique molaire de l'ion qu'on a appelé I, fois Ci, concentration de l'ion qu'on a appelé I. En ce qui concerne les unités de cette relation, la conductivité s'exprime en Siemens mètre moins 1. Il faut se méfier puisque les conductimètres qu'on utilise en salle de TP ne donneront quasiment jamais la conductivité dans cette unité. Il y aura toujours une étape de conversion à réaliser. La concentration, c'est une concentration molaire exprimée en mol par mètre cube. Mètre cube, puisque cette formule, c'est plutôt une formule héritée des physiciens qui travaillent plus volontiers avec le mètre cube que le litre. Et enfin, la conductivité ionique molaire, par analyse dimensionnelle, elle sera en Siemens mètre carré, mol moins 1. Concernant l'utilisation du conductimètre, donc on l'a vu en TP, je ne détaille pas trop comment ça fonctionne ici, il faut juste répondre à une question concernant l'étalonnage. L'étalonnage d'un conductimètre va nous permettre de passer d'une valeur de conductance, qui est une valeur brute, vers une valeur de conductivité, qu'on peut ensuite utiliser à travers la loi de Kohlrausch. Lorsqu'on a conductance et conductivité, ces deux grandeurs sont proportionnelles, elles sont reliées par une constante expérimentale, la constante de la cellule de mesure, qu'on avait notée K-cell. Et par conséquent, eh bien, l'évolution de la conductivité au cours du titrage va être proportionnelle à l'évolution de la conductance. Donc, il n'est pas absolument nécessaire d'étalonner. Par contre, si on souhaite utiliser la loi de Kohlrausch, dans ce cas-là, l'étalonnage sera indispensable. En ce qui concerne la conductivité encore, n'oubliez pas un point expérimental important. Si vous souhaitez tracer l'évolution de la conductivité en fonction du volume de solution titrante, si jamais vous avez un effet de la dilution, puisque lorsque vous versez la solution titrante, vous rajoutez en plus des réactifs du solvant, si la dilution n'est pas négligeable, vous risquez d'avoir des courbes qui ne seront pas des portions de droite. Deux façons de corriger ce problème. La première méthode, c'est à l'intérieur du bécher, avant versement de solution titrante, eh bien on rajoute un volume d'eau distillée qui ne contient pas d'ion et donc qui ne va faire que comment dire, le fait d'utiliser de l'eau distillée, ça ne va pas introduire d'ion qui pourrait donner des réactions chimiques.
Et si ce volume d'eau distillée est suffisant, eh bien l'ajout de solution titrante va pouvoir être négligé face au volume du contenu du bécher avant le début des ajouts. La deuxième méthode, eh bien, c'est de définir la conductivité corrigée qui va nous permettre de redresser les courbes et de faire apparaître des droites. Pour ces deux techniques-là, je ne vais pas les détailler ici, j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui porte sur la correction du DS numéro 4, c'est la vidéo partie 3/3. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu ce morceau-là ou si vous avez une petite hésitation, refaites un petit tour sur cette vidéo. Il faut être capable d'expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit telle ou telle façon de procéder. La dernière technique qu'on va voir pour repérer l'équivalence d'un titrage acido-basique, c'est celle qui se base sur la pH-métrie. Alors le pH, c'est une grandeur qu'on a définie. On l'avait définie en fonction de l'activité des ions H+, et on a vu qu'on allait avoir une formule approximée, qui est celle qu'on vous demandera d'utiliser, moins log de la concentration des ions H3O+. Expérimentalement, lorsqu'on souhaite mesurer le pH, on va utiliser un appareil qui s'appelle un pH-mètre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le pH-mètre va être relié à deux instruments qu'on peut appeler deux sondes, qu'on appellera un peu plus tard des électrodes, et ces deux électrodes vont permettre de mesurer une différence de potentiel. Alors, cette différence de potentiel, qu'on peut aussi appeler donc une tension électrique, va être mesurée en volts. Et ça, évidemment, ça nous pose un problème, puisque nous, ce qu'on souhaite, c'est pas avoir une valeur de tension électrique, mais avoir une valeur de pH. Donc, pour convertir la tension mesurée en une valeur de pH, il va falloir impérativement faire l'étalonnage du pH-mètre. Pour faire l'étalonnage du pH-mètre, on utilise deux solutions tampons. Et pour les choisir, eh bien, il faut savoir quel est le type de manipulation qu'on va faire. Si jamais on travaille avec des solutions plutôt acides, on utilisera un tampon acide, en général pH 4, et un tampon neutre à pH 7. Si jamais on va travailler avec des solutions plutôt basiques, on prendra un tampon basique à pH 11 et ensuite un tampon à pH 7. Donc ça, en général, le choix des tampons, c'est quelque chose qui vous sera plutôt donné, mais gardez quand même en tête pourquoi est-ce qu'on choisit plutôt un tampon acide ou plutôt un tampon basique. Donc sur ces diagrammes, on va représenter à chaque fois les différents réactifs titrants et titrés. Je vous rappelle que le réactif titrant, c'est celui qui va être mis à l'intérieur de la burette, alors que le réactif titré va être celui contenu à l'intérieur du bécher. La première situation, eh bien, celle qu'on avait dessinée tout à l'heure, c'est lorsqu'on a dans le bécher un acide fort. Donc un acide fort va être source d'ion H3O+. Et dans la burette, on va mettre une base forte, source d'ion hydroxyde HO-. Donc là ici, on va tracer l'évolution du pH à l'intérieur du bécher en fonction du volume d'ion hydroxyde qu'on va ajouter. Initialement, dans le bécher, on a l'acide fort, donc le pH va être plutôt faible, et lorsqu'on arrivera à l'équivalence, il y aura un saut de pH. Ce saut de pH est en général assez vertical, et donc l'allure ressemble à ce que je viens de dessiner ici. Dans le cas où on a non plus ce sens-là pour les réactifs, mais le sens inverse, donc si on met la base forte dans le bécher et l'acide fort dans la burette, eh bien, la courbe qu'on va obtenir, elle va être la symétrique. On va retourner la courbe précédente,
puisque initialement dans le bécher, on a une solution basique, le pH va être élevé. Puis à la fin, on aura rajouté un excès d'acide, le pH sera faible. Donc on ne va plus avoir un brusque saut de pH, mais une brusque chute du pH. Donc ça, c'est en ce qui concerne les espèces à caractère fort. Et maintenant, si on prend dans le bécher des espèces à caractère faible. Donc là, ici en bas, on va mettre le cas d'un acide faible titré par une base forte, donc des ions H-. Dans le cas d'un acide faible, le démarrage est un petit peu différent. Au niveau de l'axe des abscisses, on voit parfois un petit début assez rapide, puis ensuite une stagnation, le saut de pH, et ensuite le palier correspondant à un excès de solution titrante versée. Dans le cas des bases faibles, titrées par des acides forts, bien, la courbe qu'on obtient est comme tout à l'heure la symétrique de la précédente. On a d'abord un petit décrochage, un palier presque horizontal, une chute de pH et un autre palier. Donc, ce qui peut nous aider visuellement à distinguer le cas d'un composé fort d'un composé faible, c'est ici le démarrage de la courbe. Dans le cas où vous en voyez un, vous pouvez être sûr qu'il s'agit d'un composé à caractère faible, mais méfiez-vous, le petit décrochage n'est pas visible pour tous les composés à caractère faible. Donc parfois, on voit un démarrage comme celui-ci, et ce n'est pas forcément un acide fort. Donc ces courbes, il faut savoir les utiliser, les connaître, et retenez bien que c'est dans le cas où on a à chaque fois une seule espèce qui est titrée. Bien sûr, si vous avez dans votre bécher plusieurs mélanges d'acides, ou alors une espèce chimique qui est un polyacide, vous aurez des sauts de pH successifs correspondant aux équivalences successives. Ce qu'on va faire maintenant, c'est également rappeler comment est-ce qu'on peut graphiquement et numériquement repérer l'équivalence sur des courbes de suivi pH métrique. Et pour ça, je vous propose de retravailler encore une fois avec le cas le plus fréquent, celui d'un acide fort titré par une base forte. Donc pour le moment, je reproduis la courbe caractéristique du titrage d'un acide fort par une base forte. Alors, le point d'équivalence, on a vu tout à l'heure qu'il se situait au milieu du saut de pH. Ça ne va pas changer. Et la question, c'est comment repérer le milieu d'un saut de pH? Eh bien, on utilise le fait que mathématiquement, ce point au milieu du saut de pH, c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Et pour pouvoir le repérer, on utilise une méthode de construction graphique particulière qui est la méthode des tangentes parallèles. Donc là, ici, je vais le faire à main levée, donc excusez-moi si le dessin n'est pas très clair, mais évidemment, vous, sur vos feuilles, vous le dessinez en utilisant une règle, une équerre, pour avoir une construction qui sera très propre. L'idée, c'est de se dire, on va tracer avant la courbe, avant l'équivalence, une tangente à la courbe, et peu importe laquelle. On va également tracer une tangente à la courbe après l'équivalence, donc plutôt là ici en haut sur la droite, et cette deuxième tangente doit être parallèle à la première. Alors si on s'arrête ici, on n'a aucune information sur le point équivalent qui se trouve quelque part entre les tangentes, on ne sait pas où. L'idée, c'est de se dire maintenant, je vais prendre un segment perpendiculaire aux deux tangentes, et ce segment, donc là ici compris entre les deux tangentes, je vais le partager en deux fragments égaux. J'ai ici repéré avec la croix le centre du segment. On va alors tracer une troisième tangente parallèle aux deux premières et passant par le milieu du segment.
Une fois qu'on a fait ça, eh bien vous voyez que le point d'intersection de la troisième tangente et de la courbe bleue va nous mettre en évidence le point d'inflexion qui va nous permettre par conséquent de repérer le volume équivalent. Donc ça, c'est une méthode de construction graphique. On pourra l'utiliser avec certains outils informatiques ou bien alors juste avec règles et équerres. Il existe également des méthodes numériques qui nécessiteront cette fois d'utiliser un ordinateur qui porte sur le calcul de fonctions dérivées du pH. On peut utiliser la dérivée première, dpH sur dV, avec ici V qui correspond au volume d'ion hydroxyde versé, ou alors on peut utiliser la dérivée seconde qu'on notera d2pH sur dV carré. Donc je vais reprendre encore une fois la construction de la courbe et on va voir à quoi ressemblent ces deux fonctions dérivées. Alors, je vais commencer par tracer la fonction dérivée première, dpH sur dv, et je vais la tracer en rouge. Lorsqu'on analyse la courbe bleue, on voit que le coefficient directeur de la tangente à cette courbe va être quasiment nul au début, puis il va augmenter jusqu'à avoir une valeur maximum au niveau du point d'inflexion, et ensuite il va rediminuer. Ça veut dire que la dérivée du pH par rapport au volume, qui correspond au coefficient directeur de la courbe, eh bien ça va être quasi nul, augmenter brutalement, passer par un maximum au niveau de l'équivalence, et ensuite rechuter pour arriver vers 0. On va donc avoir, avec l'équivalence qui est par ici, une courbe qui va se présenter sous la forme d'un pic. Alors là ici, je l'ai fait un petit peu décaler le pic, si on veut être plus précis. On le décale un tout petit peu à droite pour qu'il corresponde au milieu du saut de pH. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc là, c'est la courbe dpH sur dv h au moins. Et donc, cette courbe, par son maximum, nous donne la position du point d'inflexion et par là même donc le volume équivalent. Si on s'intéresse à la courbe d2pH sur dv2, donc la dérivée seconde, pour pouvoir déterminer son évolution, on regarde la courbe rouge et on analyse l'évolution du coefficient directeur de la tangente à la courbe rouge du début à la fin du titrage. Donc là ici, je vais tracer cette deuxième courbe en vert et on s'aperçoit que lorsque la courbe rouge est quasiment horizontale, le coefficient directeur de la tangente est quasi nul. Il va brutalement augmenter, s'annuler au niveau du maximum rouge, et ensuite le coefficient directeur va devenir négatif pour la partie droite. Par conséquent, cette dérivée seconde, eh bien, elle aura l'allure suivante. On va avoir une courbe nulle ou quasi nulle au début. Lorsque la courbe rouge se met à augmenter, la courbe verte va augmenter également. Lorsqu'on arrive au maximum, la courbe verte va franchir l'axe des abscisses, et ensuite le coefficient directeur négatif va tendre vers 0. Et donc ici, c'est la courbe de la dérivée seconde d2pH sur dVOH carré. Pour pouvoir utiliser cette courbe, eh bien, la dérivée va s'annuler ici, au niveau du volume équivalent. Pour conclure, et pour aller plus loin, pour embrayer un petit peu avec la leçon suivante qui porte sur la thermodynamique des réactions d'oxydoréduction, cette méthode de pH-métrie, retenez en tête que, au final, elle se base sur une mesure de tension électrique. C'est ce qu'on appellera un peu plus tard de la potentiométrie, mesure d'un potentiel plutôt d'une différence de potentiel électrique. Et par conséquent, dans la leçon suivante, lorsqu'on parlera des titrages potentiométriques, eh bien, on aura des courbes qui auront des allures analogues à celles qu'on a vues ici. Par exemple, dans un titrage potentiométrique, on repérera l'équivalence à nouveau
avec un brusque saut du potentiel ou alors une brusque chute du potentiel électrique.